fait remarquer systématiquement dans son entourage que, de toute manière, il n'est que la cinquième roue du carrosse, il ne sera jamais appelé à régner. Donc ce n'est pas quelqu'un qui prend la vie à bras-le-corps. Et il sera toujours un peu comme ça, même en vieillissant, puisqu'il a mérité ce très beau surnom de Henri le Beau Ténébreux. Les Valois, dynastie régnante pendant la majeure partie de la Renaissance, ont joué un rôle important dans la formation de la nation et de la monarchie française. Les premiers d'entre eux survécurent aux attaques de l'Angleterre durant la guerre de Cent Ans. Puis, au Moyen-Âge, ils terminèrent l'unification des provinces, préparant ainsi le terrain pour le plus célèbre des Valois, François Ier. On admire aujourd'hui encore son apport en architecture et dans les arts et lettres, ainsi que son importation en France de la Renaissance italienne. Mais c'est son fils et successeur, Henri II, qui va permettre à ce nouveau courant de se développer et de connaître son apogée. Quand Henri II hérite la couronne de son père François Ier, la Renaissance en est, comment dirais-je, à son apothéose. C'est ce qu'on appelle la première Renaissance. Et la deuxième Renaissance, ce sera celle que l'on va connaître durant le règne d'Henri II. C'est-à-dire qu'il a l'idée non seulement de faire travailler des Italiens, mais de faire travailler des architectes français eux-mêmes, influencés forcément par l'Italie, mais qui vont marquer les monuments de leur empreinte. On songe à Philibert Delorme, à Lescaut, et puis notamment le travail du mobilier. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle un style Henri II, eh bien, c'est véritablement inspiré de ce que l'on a créé, les meubles qu'on crée, les grands fauteuils, les coffres, etc. Tout ça a été créé à l'époque du cher Henri II. Son règne fut court, et l'on se souvient surtout des deux femmes qui dominèrent sa vie. Son épouse Florentine, Catherine de Médicis, et la maîtresse qui l'accompagna toute sa vie, Diane de Poitiers. Henri de Valois était toutefois un noble et vaillant chevalier, et fut le roi bien-aimé de la plus belle cour d'Europe. Sa mort prématurée eut de graves conséquences et marqua le début du déclin des Valois. Né en 1519, Henri de Valois, duc d'Orléans, est le second fils de François Ier et de Claude de France. Incapable de donner un héritier à Louis XII, prédécesseur de François Ier, Anne de Bretagne avait accordé la main de sa fille Claude à son cousin François d'Angoulême, héritier présumé. La reine Claude était une femme douce et très pieuse. Sa constitution fragile avait beaucoup souffert de la naissance de 3 fils et 4 filles en l'espace de 9 ans. François Ier établit d'abord sa cour au château d'Amboise, dans la vallée de la Loire. Mais la reine préféra s'en tenir à l'écart et résider avec ses enfants au château de Blois, berceau de son enfance. Elle y était entourée de ses dames de compagnie, parmi lesquelles 2 jeunes femmes anglaises, Marie et Anne Boleyn, et la belle Diane de Poitiers. Henri II est un personnage assez méconnu dans les premières années de sa vie. C'est un cadet, et les cadets, on ne s'en occupe pas. On s'occupe essentiellement de l'enfant destiné à régner sur le royaume de France, c'est-à-dire son frère aîné, François. Henri II, donc, va par contre être élevé avec son frère, va bénéficier aussi d'une éducation, sauf que cette éducation, de par les événements politiques de son père, et notamment les histoires après Pavie et l'incarcération de ses 2 enfants en Espagne, eh bien, sera complètement laissée tomber. C'est à partir de 11 ans, finalement, que l'éducation de ce prince va reprendre et se peaufiner jusqu'à devenir l'éducation d'un prince de l'époque. Henri, duc d'Orléans, est un enfant joyeux et vigoureux. Il a 5 ans quand sa mère meurt. Son père confie alors les enfants royaux à Diane de Poitiers. Première dame de la reine, elle connaît les petits depuis leur naissance. Bien qu'il soit surtout connu pour avoir fait traverser les Alpes à la Renaissance italienne et à Léonard de Vinci lui-même, François Ier, au début de son règne, porte toute son attention sur les conquêtes militaires et l'extension de son royaume. Au XVe siècle, après avoir chassé les Anglais de France, ses prédécesseurs s'étaient affrontés aux ducs de Bourgogne. Ceux-ci, pour se protéger, avaient conclu un certain nombre de mariages d'alliance avec les Habsbourg, dynastie que l'on connaît pour avoir régné sur l'Espagne, l'Autriche et le Saint-Empire romain germanique.
Ces liens avaient fini par créer une véritable hostilité entre les Valois et les Habsbourg. Ce climat d'antagonisme s'intensifie avec François Ier et Charles, duc de Bourgogne. Par la vertu des unions dynastiques, le prince de Habsbourg, nommé plus tard Charles Quint, va hériter des empires espagnol et autrichien et être élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Les territoires des Habsbourg jouxtant la France de toutes parts, François Ier doit leur démontrer sa force. Les Valois estimaient avoir un droit ancestral sur l'Italie du Nord. Les deux rois qui avaient précédé François Ier s'étaient emparés de ce territoire, puis en avaient été chassés. Le jeune roi se donne pour mission de reconquérir les villes perdues par ses ancêtres valois en Italie. Son rêve obsessionnel de posséder Milan va créer une tension permanente entre la France et les Habsbourg, tension qui se poursuivra durant le règne de son fils. La brillante victoire de François Ier à Marignan en 1515 ramène Milan sous la domination française. Mais elle engendre aussi un nouveau conflit avec Charles Quint. À la fin d'un hiver rigoureux, les Français sont vaincus en 1525 lors de la bataille de Pavie. Le roi est alors fait prisonnier et emmené en Espagne. Après une année pénible de captivité, il est relâché et promet à Charles de lui livrer en échange ses deux fils. Le dauphin, François, duc de Bretagne, et son cadet, Henri, duc d'Orléans, seront ainsi retenus en otage plusieurs années en Espagne, en attendant que soient exécutées les conditions du traité de Madrid. Le traité de Madrid stipulait que François Ier pouvait donc être libéré à la condition qu'il paye une rançon. Et pour gage du paiement de cette rançon, eh bien, les Espagnols avaient demandé soit les meilleurs militaires qui existaient encore dans le royaume de France et qui n'avaient pas été tués à Pavie, soit les enfants de France, c'est-à-dire les héritiers, le dauphin, François, et son frère cadet. Donc qui sont livrés en otage, qui vont vivre pendant quelques années dans des situations, je dois dire, assez cruelles, assez austères, sans affection, sans entourage. Et il y a cette scène merveilleuse qu'au moment où le petit Henri franchit la frontière sur les rives de la Bidassoa, il a avec lui sa gouvernante. Et sa gouvernante l'embrasse tendrement en lui disant « J'ai hâte de vous retrouver ». Cette gouvernante s'appelait Diane de Poitiers. En traversant le fleuve en direction du sol français, le roi croisa au milieu du gué le bateau qui emportait les deux enfants, âgés de 7 et 8 ans, vers leur prison. Ému, il leur dit de prendre bien soin d'eux, de manger comme il faut, et qu'il enverrait bientôt les chercher. Certes, François désirait le retour de ses fils, sains et saufs, mais il n'avait pas l'intention de céder un pouce de son territoire à son rival. Il va passer 3 ans à chercher le moyen de contourner les conditions inacceptables pour lui du traité. Les princes sont d'abord bien traités. Mais Charles comprend que François ne joue pas franc jeu et leurs conditions de détention se détériorent. Henri se remémore la tendresse de Diane de Poitiers et rêve de sa douce beauté pendant les 4 années qu'il passe sans recevoir la moindre marque de tendresse dans la forteresse espagnole. Le duc d'Orléans est transformé lorsqu'il revient de captivité. Tandis que son frère, le dauphin, parvient à laisser derrière lui ce traumatisme, il se noie dans la rage et le ressentiment. Il ne supporte pas d'avoir été abandonné si longtemps en Espagne. François Ier, qui aime que sa cour soit gaie et vivante, n'apprécie pas de voir son fils dans cette humeur. Henri apprend à ravaler ses émotions et sera dès lors perçu comme un être rigide, sombre et mélancolique. François, l'aîné, est appelé à régner, jusqu'au jour où, hélas, il a bu, pense-t-on, un peu d'eau croupie. Aujourd'hui, on appellerait ça une diphtérie. Bref, il meurt très rapidement. Et Henri, qui n'était pas appelé à devenir dauphin, devient le futur roi de France. Alors tout change. À partir de ce moment-là, François Ier va veiller sur lui, va essayer de lui inculquer des notions politiques, puis des notions de culture générale, et il va demander précisément à cette dame que l'on connaît comme son institutrice, Diane de Poitiers, de veiller sur l'éducation du petit Henri. Le roi ne viendra jamais en aide à Henri, mais il facilitera son retour à la cour.
Dans un premier temps, il permet à ses fils de reprendre des forces à Annette, auprès de Diane de Poitiers et de son mari, Louis de Brézé, le plus âgé des courtisans, et de leurs 2 filles. La femme qui prit tendrement Henri dans ses bras à l'heure de son départ est celle qui va le protéger à son retour. Diane, qui porte le nom de la déesse de la lune et de la chasse, est la seule capable d'apaiser les tourments d'Henri. Et les soins qu'elle prodigue au prince orphelin vont finalement s'épanouir en un amour qui ne s'éteindra qu'avec la mort. C'est encore l'époque de la chevalerie et de l'amour idéalisé. Le petit Henri, âgé de 12 ans, tout épris de Diane, lui jure publiquement lors de son premier tournoi fidélité et protection, se présente comme son chevalier et demande à porter ses couleurs, le noir et le blanc. Diane, touchée par la galanterie de l'adolescent, continue à veiller sur lui et à combler les lacunes de son éducation, dues à son isolement en prison. François Ier, quant à lui, n'abandonne pas ses rêves d'Italie. Henri redevient bientôt un pion dans la stratégie politique de son père. Celui-ci négocie avec le pape Clément VII un mariage d'intérêt. Henri de Valois devra se marier avec l'héritière orpheline des Médicis, Catherine. Elle n'est pas de sang royal, car les Médicis ne sont que des marchands qui ont été anoblis. Son arrière-grand-père était Laurent le Magnifique, puissant diplomate, homme politique et mécène auprès de savants, d'artistes et de poètes. Née à Florence, d'un père italien et d'une mère française, elle est devenue orpheline quelques jours après sa naissance. Elle a grandi sous l'aile des papes Médicis au cours de la guerre sanglante qui les a finalement chassés de Florence. Elle échappe à la mort en se réfugiant dans un couvent jusqu'à ce que son cousin le pape l'appelle à Rome. François Ier a pour projet de reprendre Florence et d'installer le jeune couple à la tête du duché de Milan. L'idée pour François Ier, en tout cas dans les années 1530, parce qu'il n'a plus d'argent pour faire monter une armée, eh bien, il va essayer de jouer avec la diplomatie. Et comme Charles Quint va mettre un holà assez ferme par rapport au projet de mariage de son fils Henri avec une de ses filles à venir ou une de ses nièces, eh bien, François Ier va chercher d'autres alliés en Italie, parce qu'il n'en a plus du tout. Et il va chercher le pape, c'est l'allié qui pourrait être le plus puissant, pas forcément militairement, mais sur le plan politique. Et Clément VII, à l'époque, a une nièce, Catherine, qui a exactement le même âge, à 15 jours près que Henri, et qui vit dans un couvent, qui est potentiellement héritière de Florence, mais aussi du duché d'Urbain. Et que ce mariage-là, pour François Ier, permettait donc du coup d'implanter la France dans un territoire où la France pouvait avoir des droits, donc sur le duché d'Urbain, et avec l'appui en plus politique du pape qui lui permettait soit de revenir sur Milan, soit d'aller vers Naples. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, accepte de conclure une alliance avec François Ier si celui-ci arrive à convaincre le pape d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. Il est impatient d'épouser Anne Boleyn. Malheureusement, Clément VII meurt 1 an après le mariage d'Henri et Catherine. Son successeur, Paul III, s'allie à l'empereur. L'alliance Médicis-Valois n'est plus d'aucune utilité pour la France. Mais le roi François Ier campe sur ses positions. Durant tout le reste de son règne, il sera tantôt ami, tantôt ennemi de Charles Quint, avec l'Italie toujours entre eux. Henri et Catherine ont 14 ans lorsqu'ils se marient en 1533. Catherine tombe amoureuse de son bel époux dès le premier regard. De son côté, le jeune homme ressent fortement la pression qui pèse sur ses épaules. Sa nouvelle femme est charmante, mais toute petite et pas très jolie. Et le cœur d'Henri est déjà pris. Parente de Catherine par sa mère, Diane de Poitiers devient sa demoiselle d'honneur. Alors âgée de 30 ans, elle est à présent veuve. Elle est grande, mince, et sa passion pour la chasse l'a dotée d'un corps ferme et élancé. Henri idolâtre cette femme au grand front et aux longs cheveux d'un blond vénitien. Son affection pour sa plus sûre confidente, mi-femme, mi-déesse, va se transformer en un amour charnel. Alors Henri
épouse Catherine de Médicis, à laquelle il finira par faire des enfants au bout d'une dizaine d'années, alors qu'il vivait tendrement avec Diane de Poitiers, avec son institutrice, qui, un jour, a eu une déclaration d'Henri qui lui a dit « Je vous aime ». Alors c'est assez étonnant, parce que Diane de Poitiers, qui était la plus belle femme du royaume, dit-on, avait, elle, à 15 ans, épousé un vieux barbon de 55 ans, le grand sénéchal de Brézé, le sénéchal de Normandie, et après la mort de M. de Brézé, qu'elle n'a jamais trompé d'ailleurs, c'est une femme tout à fait stricte en amour, très fidèle, après sa mort, elle va succomber aux avances d'Henri II, qui pourrait être son fils. Donc après avoir épousé son père, elle va vivre avec son fils. Henri et Diane tombent amoureux peu de temps après le mariage du jeune homme. N'ayant connu jusqu'à présent que son mari, qui avait 40 ans de plus qu'elle, Diane est sensible aux attentions de ce jeune et beau chevalier. À 15 ans, Henri est grand, joli garçon et très athlétique. En raison de leur différence d'âge et de leur extrême discrétion, la plupart des courtisans ne voient dans leur relation que l'affection partagée entre une mère et son fils. Catherine de Médicis, elle sait parfaitement que les mariages sont des mariages politiques, ne sont pas forcément des mariages d'amour, non même jamais pratiquement, et que l'idée d'une favorite ou d'une concubine existe déjà. À la cour de Florence, il y en avait plein, à la cour de Rome, il y en avait plein aussi. En Italie, c'était une monnaie courante. Elle est arrivée en France et elle a vu son époux avec une maîtresse. Ça n'a pas dû choquer grand monde en tout cas, et surtout pas elle. Catherine pensait bien que le fait qu'elle ne soit pas de sang royal pousserait la cour à la négliger. Mais elle n'était pas préparée à devoir faire face à une rivale auprès de son mari. Diane est sûre d'elle, intelligente et très influente à la cour. Dépossédée de son rôle d'épouse, Catherine se consacre à la seule fonction qui lui reste, donner au prince un héritier. Mais elle reste stérile durant les 10 premières années de son mariage. Des rumeurs de divorce commençant à circuler, elle use de tout son charme pour gagner l'admiration et la protection du roi François Ier en utilisant leur goût commun pour tout ce qui est italien. Elle se tourne vers l'occultisme pour trouver des remèdes à cette infertilité, ce qui commencera à lui bâtir une réputation de magicienne, voire de sorcière. Aujourd'hui, il semble avéré que le problème était lié à Henri. Mais Catherine surmonte les obstacles et donne naissance à un fils en 1544. De ce mariage naîtront 10 enfants, dont 7 survivront. Si elle remplit largement son rôle de génitrice, Catherine échoue dans celui d'épouse aimante. Elle tente bien de gagner l'affection d'Henri, mais il n'a Dieu que pour sa maîtresse. En même temps, Catherine sait ce qu'elle doit à Diane, car sans les exhortations de celle-ci, Henri ne serait jamais venu dans son lit. Elle se résigne donc à cet étrange ménage à trois, tout en adoptant la devise « haïssez et attendez ». Quand le dauphin François, duc de Bretagne, meurt subitement, Henri devient le nouveau dauphin. Leur père François Ier aurait préféré voir son troisième fils, Charles, en situation de lui succéder, plutôt que ce jeune homme maussade en qui il ne se reconnaît pas. Charles, connu pour ses frasques, son extravagance et sa frivolité, a l'entière approbation de son père. Mais il meurt lui aussi prématurément. Le roi, le cœur brisé, devra encore faire face à la perte d'une fille avant de rendre l'âme en 1547. Henri n'a jamais pardonné à son père de l'avoir envoyé en captivité en Espagne, de l'avoir privé de son enfance, mais il remplit néanmoins son devoir filial. Il commande au grand peintre Clouet l'effigie du souverain, organise ses funérailles en l'église Notre-Dame et fait édifier un splendide monument à la mémoire de ses parents. Alors François Ier meurt et Henri hérite la couronne. Il va la garder pendant une douzaine d'années, je crois. Et il faut gouverner. Et avec qui va-t-il souhaiter gouverner? Eh bien, notamment avec son grand ami, qui était celui que son papa adorait, d'ailleurs, que François Ier adorait, hein, quelqu'un qui avait été à Marignan, qui était connétable de France, c'est Anne de Montmorency. Et Anne de Montmorency, Henri II le considérait vraiment
comme son père, en quelque sorte, et c'est avec lui qu'il voulait gouverner. La personnalité particulièrement sombre d'Henri, à l'opposé du charme flamboyant de son père, évolue à la mort de ce dernier. C'est comme si le poids qui pesait sur ses épaules s'envolait. Il a 28 ans et maintenant il détient le pouvoir. Après les 90 jours de deuil traditionnel, il est sacré en la cathédrale de Reims et devient Henri II. Puis le nouveau roi fait son entrée dans les principales villes de France. François Ier ne l'a nullement préparé à diriger le pays. Henri va donc chercher aide et conseil auprès de ses deux mentors, Anne de Montmorency et Diane de Poitiers. Il leur restera dévoué jusqu'à sa mort. C'est ainsi que l'on disait qu'il y avait deux étoiles dans le ciel de son règne, le soleil et la lune. Anne de Montmorency veille sur la couronne en tant que connétable et maréchale de France. Diane règne sur le cœur et l'esprit du roi en tant que maîtresse et conseillère. Élevée de façon très stricte, Diane impulse un changement radical dans la morale de la cour. L'accent est mis sur la piété, l'économie et l'évolution vers des réformes sociales et législatives. Les ambassadeurs en visite à la cour remarquent la haute tenue des courtisans et des brillants esprits qui inspirent la politique de la France. Catherine manquant d'instinct maternel, c'est Diane qui s'occupe également des enfants royaux. Il passe de sa demeure d'Annette au château de Fontainebleau durant l'hiver, de Blois, Amboise ou Tours durant le printemps, de la Muette ou de Saint-Germain pendant l'été et de Compiègne au cours de l'automne. Henri offre à Diane le château de Chenonceau, sans doute le plus enchanteur de tous. Il est cerné de forêts profondes où le gibier pullule. Sous l'œil bienveillant de Diane, Henri poursuit l'œuvre de mécénat de son père et crée un climat intellectuel et artistique qui rivalise avec celui des grandes cours d'Italie. François Ier a apporté à la France la Renaissance, mais c'est à Henri que revient de lui donner toute sa dimension. Diane de Poitiers était une femme remarquable, elle était sportive, elle pratiquait la marche à pied, la natation, la chasse, et c'était une femme qui était très propre. Elle prenait son bain d'eau froide tous les jours, toute l'année. Et l'eau qu'elle envoyait ses domestiques chercher au puits, l'eau qui n'avait pas vu le jour, toujours pour ne pas abîmer sa peau. Toujours aussi belle, à 46 ans, Diane est accusée de recourir à la magie et au sortilège pour conserver l'éclat de sa jeunesse. Elle devient la principale source d'inspiration des beautés classiques de l'école de Fontainebleau. Et comme Fontainebleau fut le chef-d'œuvre de François Ier, Annette devient celui d'Henri et de Diane. C'est un temple en leur honneur. Leur amour est sincère, ils célèbrent la rencontre parfaite du corps et de l'esprit. Il y a deux types de châteaux au XVIe siècle. Les châteaux de cour, comme Blois, comme Vincennes, comme le Louvre, et puis les châteaux privés, comme Fontainebleau, comme Annette, par exemple, pour ce règne de Henri II. C'est un château qui n'est pas forcément une demeure, une maison qui abrite un amour ou une amitié, puisque l'affection de Henri pour Diane de Poitiers, si elle durera toute la vie de Henri, la relation amoureuse va s'arrêter au début des années 1550. Cette maison donc est un centre de gouvernement, puisque là il tient conseil, mais c'est aussi un rendez-vous de chasse, une demeure de plaisance, mais qui est à cheval en fin de compte entre l'objet politique et l'objet privé. Et c'est un château qui a été là encore financé par Diane de Poitiers, avec l'argent que Henri II lui a quelquefois donné, ou les bénéfices qu'elle avait pu obtenir par ce règne. C'était un objet excessivement moderne, comme si aujourd'hui elle aurait vécu dans une maison dessinée par Stark ou quelque chose comme ça. Il faut s'imaginer la chose. Et c'était un objet qui était aussi en concurrence par rapport à tous les objets construits, bâtis de ce type, comme Montmorency en a fait, à Chantilly ou à Écouen, c'est-à-dire une sorte de surenchère comme ça sur la modernité et sur l'originalité du lieu. On est alors à l'apogée de la Renaissance française.
jamais dans l'histoire de France, une cour ne fut si magnifique et si galante. Mais un autre mouvement se fait jour au même moment, la Réforme. La politique d'Henri II face à la menace protestante est la seule grande ombre de ce règne glorieux. À cette époque, les monarques pensaient que l'intégrité de leur royaume dépendait de l'unité religieuse du peuple. François Ier avait tenté de concilier son désir d'humanisme et sa promesse de punir l'hérésie. Les conseillers d'Henri sont tous deux connus pour leur intolérance. Si la persécution des protestants avait déjà commencé sous François Ier, elle ne fait que s'amplifier sous le règne d'Henri II. On est en pleine guerre de religion. La période d'Henri II, c'est le début des guerres de religion, exactement. Et Henri II n'est pas très partisan de la cause huguenote ou protestante. Et en cela, il est extrêmement influencé par Diane de Poitiers, qui a été élevée dans le catholicisme pur et dur, et qui lui dit, à Henri, elle lui dit, il ne faut pas que les huguenots aient une influence considérable. On va d'ailleurs, à cause d'elle, ou grâce à elle, disaient les catholiques de cette époque-là, signer l'édit des Couans qui interdisait le culte protestant sur le royaume de France. Et les premiers massacres des protestants vont avoir lieu à cette époque-là, puisque on se moquait de Diane quand elle se promenait, on disait les protestants, nous sommes ici tondus, pendus et brûlés avec le feu qu'elle a au cul. C'est l'expression utilisée dans Paris. Il n'oublie pas non plus les mauvais traitements que Charles Quint lui a infligés en Espagne et lui garde une profonde haine. Quand l'empereur tente d'annexer aux Pays-Bas espagnols Cambrai et les villes principales de la Lorraine, province protégée par la France, Henri II riposte et s'empare de Metz, Toul et Verdun. Entre les Habsbourg et les Valois, la chance continue d'hésiter, comme lors de la lutte pour l'Italie. Une courte trêve est conclue en 1556 après l'abdication de Charles Quint en faveur de son fils Philippe II d'Espagne. Mais en 1557, Marie Tudor, reine d'Angleterre et nouvelle épouse de Philippe, déclare la guerre à la France. Les forces espagnoles envahissent le pays depuis les Pays-Bas et remportent une écrasante victoire à Saint-Quentin. L'armée, venue secourir la forteresse assiégée, est décimée. La tragédie de Saint-Quentin oblige la reine à venir à l'aide de son mari. Pendant cette campagne, Catherine, alors régente, convainc le Parlement de lever des fonds pour continuer la guerre. Ce succès accroît l'admiration du peuple pour sa reine. L'année suivante, les forces françaises bombardent Calais, dernière possession de l'Angleterre sur leur territoire. Cette campagne est caractérisée par la hardiesse de ses dirigeants. La ville sera prise. Fort de ce succès, les Français se dirigent vers Dunkerque et y mettent le feu. Le maréchal de Termes s'empare de la ville qui sera cédée aux Espagnols en 1559 par le traité de Cateau-Cambrésis. Toute l'Europe, pratiquement, est en cause. L'Angleterre, la Hollande, l'Espagne. Et tous ces pays-là vont devoir signer les accords de Cateau-Cambrésis, mais en deux temps d'ailleurs, puisque avec l'Espagne, ça va se signer, je crois que c'est le 3 mars, et puis avec l'Angleterre, le 5 mars. Alors, en quoi consistent ces accords? Eh bien, ce sont sensiblement des affaires religieuses, parce que Henri II cède toutes ses prétentions sur l'Italie en demandant à l'Espagne de l'aider éventuellement contre les Huguenots. Et avec l'Angleterre, eh bien, il joue le jeu contraire. Il dit à Élisabeth, la reine d'Angleterre, eh bien, écoutez, en effet, vous avez consacré le culte anglican chez vous, je ferme les yeux, mais vous me rendez Calais. Il a récupéré Calais. Cette paix de 1559 est essentielle parce qu'elle va permettre à la fois de mettre un point final à plus de 40 ans de guerre, ce qui n'est pas rien, à recréer des liens entre l'Empire, conduit non plus par Charles Quint parce qu'il a abdiqué, mais par son fils Philippe II, et en partie en tout cas, et par l'Angleterre qui maintenant est sous la tutelle d'Élisabeth Ier. C'est aussi une période donc, où la France va affirmer définitivement, en tout cas pour l'instant, mais c'était dans les textes et ça ne sera plus après, son abandon de l'Italie.
Mais cette paix-là encore est à double tranchant, comme toutes les autres paix. C'est-à-dire qu'en gros, si Henri II a accepté cette paix, qui paraît pour beaucoup aujourd'hui une paix malheureuse, parce que quand on imagine qu'il a rendu toutes ses conquêtes de son règne, c'est-à-dire la Corse, une partie du Luxembourg, une partie des Flandres et la Savoie, et puis tous ces droits qu'il avait sur Gênes, sur Milan et sur Naples, si on remonte un peu plus haut dans l'histoire, on s'aperçoit que déjà François Ier a abandonné tous ses droits en Italie. Et puis il y a aussi cette logique qui fait que dans les traités de paix, eh bien, on rend ce qu'on a occupé, mais sur ces terres sur lesquelles on n'a pas de droit. Justement, cette paix va apporter une paix définitive, en tout cas, et que ces personnes-là qui gagnaient tant d'argent en faisant la guerre en Italie ou ailleurs, eh bien, n'auront plus ces bénéfices, eh bien, aura l'avantage au moins d'avoir repris Calais et donc empêcher les Anglais de débarquer sur la France aussi facilement. Et puis aussi de garder ces 3 évêchés, Toul, Verdun et Metz, qui étaient des territoires, qui étaient des enclaves à l'intérieur du royaume de France, ou en tout cas proches du duché de Lorraine, et qui permettaient aux Allemands, ou en tout cas aux impériaux, de venir plus rapidement en France et ravager la Picardie, la Champagne, voire même menacer Paris. Stratégiquement, c'était finalement très très fin, mais ce n'était pas spectaculaire par rapport à une idée de conquête. D'autre part, cette paix, comme je l'ai dit, il y avait un revers, et l'idée de Henri II était de projeter maintenant toute son énergie contre l'Angleterre pour faire sa conquête. Pendant que la guerre est au centre des préoccupations, le calvinisme peut se propager sans obstacle. La banqueroute, liée au coût de ses campagnes et la peur du protestantisme, pousse Henri II à accepter un traité avec l'Espagne et à lui abandonner ce pourquoi les monarques français se sont battus depuis 1494. Philippe II a le contrôle des postes clés italiens. Les Français gardent Calais, ce qui marque la fin des incursions anglaises en France. Le traité de Cateau-Cambrésis est signé le 2 avril 1559 et met fin à la guerre entre les Habsbourg et les Valois. Bien que la défaite soit humiliante, la paix permet à Henri d'envisager l'avenir avec un optimisme nouveau. L'amour et le respect qu'il porte à son épouse en sortent grandis. Sa reine lui a donné une grande famille et lui a apporté, en tant que régente, le soutien dont il avait besoin pendant qu'il guerroyait. Enfin, les récents mariages d'alliance qui lui ont été imposés semblent voués au succès. Le jeune fils du roi et de la reine, François II, a épousé la fougueuse Marie, reine d'Écosse, l'année précédente, lors d'une fastueuse cérémonie. Avec la mort récente de Marie Tudor, épouse de Philippe d'Espagne, la belle-fille d'Henri II peut prétendre au trône d'Angleterre. Alors on sait qu'Henri II, qui est partisan du pape, hein, il est catholique dans l'âme profondément, et surtout grâce à sa maîtresse Diane de Poitiers, qui l'est plus encore, eh bien, est très proche des Guises, qui eux sont également des catholiques purs et durs. Et en faisant épouser la petite Marie Stuart, à son fils François II, son aîné, eh bien, il introduit les Guises à la cour française, puisque Marie est la fille d'une Guise, précisément. Le couple royal organise des fêtes somptueuses pour le mariage de leur fille aînée, Élisabeth de Valois, avec le monarque le plus important d'Europe, le roi Philippe II d'Espagne. L'usage voulait que les traités soient souvent scellés par un mariage entre les belligérants pour assurer la paix et l'équilibre entre les deux pays. Il semble que ces mariages royaux annoncent une ère de prospérité pour la France. Élisabeth de Valois est une des filles de Henri II et va épouser, donc après, comme tous les paix se finissent souvent par des mariages, ou en tout cas, on l'espère, c'est pas toujours le cas, mais bon, en tout cas là, pour cette fois-ci, ce sera le cas. Et donc, elle va épouser Philippe II d'Espagne, et donc liée par le mariage, en plus des traités de paix et de tous les contrats qui ont été faits, donc liés spirituellement deux nations qui se sont fait la guerre pendant 40 ans, c'est-à-dire la France et l'Empire. Au cours des célébrations, un tournoi est organisé au Palais des Tournelles durant 3 jours. Le roi Henri, contre l'avis de ses ministres et de son épouse, participe aux joutes. Au cours des 2 premières journées, le roi montre ses talents et rivalise de prouesse. Mais durant la 3e, il rate son assaut contre le comte de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise, et insiste pour faire un nouvel essai. Montgomery et le roi font 2 fois le tour de la lice, se rencontrent et se ratent. À la 3e rencontre, leurs lances volent en éclats, mais Montgomery ne relève pas la sienne à temps
la pointe perce la visière du aume du roi, entre dans son œil et atteint son cerveau. La reine pousse un hurlement. Les palefreniers se précipitent et saisissent Henri alors qu'il est en train de tomber. Le roi est conduit dans sa chambre au palais des Tournelles. Doté d'une forte constitution physique, il va agoniser pendant 11 jours, soigné par 2 des médecins les plus éminents de l'époque. Au moment où son état semble s'améliorer et où l'on pense qu'il va se rétablir, une infection se déclare et il succombe le 10 juillet 1559. Le roi demande plusieurs fois à voir sa maîtresse, mais la reine refusera qu'elle entre dans sa chambre. Depuis 25 ans, Catherine de Médicis rêve du jour où Diane va mourir pour gagner enfin l'amour du roi et diriger le royaume à son côté. Ce coup du destin met fin à son rêve. Plongé dans l'une des plus belles histoires d'amour de tous les temps, le roi Henri II n'a eu que peu de temps à consacrer à sa postérité. Il laisse derrière lui 4 fils et une reine qui, à sa mort, va assumer un rôle public après être restée 26 ans dans l'ombre. Elle est alors mère d'un enfant roi dans un royaume en faillite et divisé, sous le regard de 2 autres maisons désireuses de prendre le contrôle du trône. Ce qu'on appelle le règne de Catherine de Médicis va couvrir les 30 dernières années du gouvernement des Valois, c'est-à-dire plus longtemps que celui du roi. Fille d'un célèbre mécène de Florence, Catherine de Médicis est passionnée d'architecture et a le désir de laisser derrière elle de grandes réalisations. Mais avant, elle doit effacer un lourd héritage, l'amour transcendant d'Henri II et Diane de Poitiers. Catherine oblige cette dernière à échanger Chenonceau contre Chaumont et à restituer les bijoux de la couronne. Diane se retire à Annette où elle meurt à l'âge de 66 ans. On procède ensuite à la transformation des monogrammes qui ornaient les châteaux royaux. Henri avait gravé le sien et celui de Diane un peu partout. Les H et D, ou H et un croissant de lune, sont facilement regravés en H et C pour Catherine. Catherine ne portera que du noir jusqu'à sa mort et immortalise son chagrin en choisissant comme symbole une lance. Des miroirs brisés, des nœuds d'amour déchirés et des lettres C et H, symboles de la douleur de Catherine, sont sculptés dans la pierre des édifices. Les projets de construction de Catherine de Médicis comprennent le palais des Tuileries, l'hôtel de la Reine à Paris, des extensions au château de Chenonceau et la chapelle des Valois à Saint-Denis. Le palais des Tournelles, où est mort Henri II, est complètement abandonné. Catherine décide de construire à cet emplacement sa nouvelle résidence parisienne et de tracer des jardins à l'endroit où se trouvaient avant des fabriques de tuiles. Ce sera le jardin des Tuileries. Ces jardins, tout proches du Louvre, où elle a élu domicile, s'étirent le long de la Seine et offrent à l'époque une vue imprenable sur la campagne vers le sud et vers l'ouest. Le palais des Tuileries est le premier palais que Catherine fait sortir entièrement de terre. Il va devenir le plus grand projet de construction du dernier quart du XVIe siècle. L'architecte à l'origine de l'œuvre, Philibert Delorme, a enseigné à la France le style classique, rationnel et régulier. Mais pour Catherine, il y ajoute des ornementations et de riches matériaux. Les colonnes, pilastres et lucarnes des Tuileries sont des chefs-d'œuvre de la sculpture de cette époque. Seul le rez-de-chaussée de la petite galerie sera achevé de son vivant, ce qui permettra à Henri IV d'ajouter un second étage qui reliera les 2 palais du Louvre et des Tuileries. À la mort de Delorme, en 1570, c'est Jean Bulan qui lui succède comme architecte en chef auprès de Catherine. Comme elle est lasse de ses appartements du Louvre et a besoin de plus de place pour loger sa famille, qui s'agrandit, Bulan lui construit un nouveau palais, l'Hôtel de la Reine, qu'on appellera plus tard l'Hôtel de Soissons. Il n'en reste aujourd'hui qu'une simple colonne dorique, la colonne de l'horoscope, qui était alors dans la cour.
Un escalier mène à une plateforme surmontée d'une cage de fer qui peut contenir 3 personnes. Un balcon cerne le sommet. La fonction de cette colonne n'est pas claire. Elle a pu être un poste d'observation. Peut-être les astrologues de Catherine l'utilisaient-ils pour observer les étoiles. Catherine de Médicis fait d'immenses dépenses pour le palais de Chenonceau. Elle tente de surpasser l'ouvrage de son ancienne rivale. Diane avait ajouté le joli pont en arc qui enjambe le Cher. Catherine construit 2 galeries dans l'extension. Dans les jardins, elle fait aménager des cascades, des ménageries, des volières, ainsi que 3 parcs. Catherine de Médicis est une bâtisseuse comme François Ier l'a été. Et elle est dans la même logique, c'est-à-dire qu'elle construit beaucoup, elle a des tas de projets tout le temps, mais elle finit pas grand-chose. Alors, soit parce qu'elle a d'autres idées, soit parce qu'il manque d'argent, soit parce que la cour a changé pour des raisons politiques, on a changé de lieu. Ces constructions personnelles, en fin de compte, elles pourraient se résumer à 3. L'agrandissement de Chenonceau, qui n'est pas rien, le palais des Tuileries, qu'elle va se construire au milieu des jardins du Louvre, et mais qui ne sera pas achevé non plus. Et puis peut-être ce mausolée, dont on oublie souvent l'existence, qu'elle avait voulu construire à l'abbaye de Saint-Denis, juste à côté de l'abbaye, pour faire une sorte de lieu à la gloire de son mari, d'elle et de ses enfants. En hommage à Henri II, elle décide d'ajouter une nouvelle chapelle à la basilique Saint-Denis, appelée autrefois Rotonde des Valois. Et elle commande un magnifique tombeau pour Henri et pour elle. Le Primatice, célèbre artiste qui avait travaillé à Fontainebleau, est choisi pour mener à bien le projet. Il conçoit la chapelle comme une tour, couronnée par une coupole reliée au transept nord de la basilique. Plusieurs des éléments construits pour la chapelle des Valois sont encore debout. Notamment le tombeau de Catherine et d'Henri, considéré par certains comme le plus brillant des tombeaux royaux de la Renaissance. Les priants du roi et de la reine sont agenouillés sur un dé de marbre, supportés par 12 colonnes de marbre. Leur gisant repose dans la crypte en dessous. Le corps de Catherine évoque le sommeil plutôt que la mort, tandis qu'Henri tient de manière saisissante sa tête en arrière. Catherine de Médicis, après la mort d'Henri II, un grand projet, évidemment, c'est de faire construire à Saint-Denis, là où tous les rois de France, depuis l'origine, étaient enterrés, à la basilique de Saint-Denis, une merveilleuse chapelle qui s'appellera la chapelle des Valois. Et puis, elle va aussi continuer d'améliorer quelques châteaux. Elle continue l'œuvre architecturale qu'avait souhaité son mari Henri II. Catherine avait été fortement impressionnée par l'exemple de François Ier. Elle reprend sa politique de grandeur, sa volonté de laisser derrière soi des édifices prestigieux, quel qu'en soit le coût. Elle dépense des sommes astronomiques, à une époque où la monarchie est en faillite et son autorité morale sur le déclin. Alors que le pays sombre dans l'anarchie, ses projets deviennent de plus en plus ambitieux. Il reste peu de choses de l'œuvre de Catherine de Médicis. Elle voulait se bâtir une image glorieuse, mais contrairement à son illustre beau-père, elle ne laissera aucun monument significatif en héritage. Henri II parvint à relever les difficiles défis de sa jeunesse. Il devint un roi bon, fort, honnête et loyal. Si sa vie n'avait été si brève, son règne aurait pu être un moment positif de l'histoire de France, si l'on accepte le domaine religieux où il se montra particulièrement intolérant. Sa mort accidentelle fut une catastrophe pour le royaume. La stabilité qu'il incarnait laissa place à la lutte pour la régence avec son cortège d'intrigues, de tromperies et de troubles internes, tels qu'on n'en avait jamais vu auparavant à la cour de France, et qui conduisit aux guerres de religion. Rongée par la haine, tant religieuse que politique, la France va se déchirer durant 40 ans. La mort d'Henri marque le crépuscule des Valois. Ses fils, monarques d'une grande faiblesse, feront tomber la monarchie au plus bas. Catherine de Médicis ne ramènera pas la paix et occupera le trône d'une maison qui a régné plus de 250 ans sur la France.
Le magnifique palais des Tuileries n'a pas survécu à la Révolution, si bien que les derniers rois de la maison des Valois n'ont marqué les mémoires que par leur histoire tragique et leur faiblesse qui a précipité leur fin.